Excellence, mes respects. Ceux qui ont moni, tout bimi boye, c'est que les Cambozali. Dans le moment où vous avez des informations par-ci par-là, où il y a organisation, il y a staff médical, il y a Chan, ça pour combattre RDC. Tout le monde a joueur Nabiso, ça toujours pour déclarer bango positif na Covid. Mais tout ça il y a un rôle il y a un médecin qui n'a pas voté. Nous tout le monde le docteur Bungu, il est là, bazo un joueur na ba Covid. Est-ce que y a un certifié en est-ce que un matériel oyo et que c'est la contre-vérification de pour toi réellement que ba joueur oyo baza kolongola wana ba mona ki l'équipe lo ngene na kotaki. Comment il a fait, il a mené, il a changé le jeu. Mais on va sentir que toi c'est dangereux, il faut te éliminer. Matap est dangereux, il faut te éliminer. Ibengala dangereux, il faut te éliminer. Tozo mona mais tozo lala. Mokonzi to sengi na yo, on rappelait docteur Bungu na Kinshasa. Zwa pouvoir na maboko. Zongi sa docteur Bungu na Kinshasa. Kamata docteur Ngebe, tinga ye aya awa. Sinon to kolela. Maye ningana kapamba te. Biso tozali awa na biso na sekuna eza moto. Oyo babengi bina mungu, yo bina mungu. Toza misu na biso likolo na yo. Makambo yo sala ka biso na ba compétition boye. Nazo kebisa yo. Complot yo sala pona ko kamata ba joueur na biso ko éliminer bango na zela Covid. Tozo kebiso papa. Soko sakani. Tokotala biso na yo. Mais mon engagement à ceux qui allaient, tous on a besoin d'expertise, il y a contre-vérification, il y a des tests que nous sommes là. Oh, nous sommes pas déclarés, il y a la Covid dans la RDC. Il faut contre-vérification. Ceux qui vont attester qu'effectivement la Covid, tu fais dire. Ceux qui ont attesté, tu as signé bango. Tu as signé bango. Papa, excellence, en tout cas, Fungola Miso. Chano, Tokuzonga, Nangona Kini. Mais Bando Kibarali. Merci. Bonsoir, mon vieux Papi Tamba. C'est bel et bien moi, votre petit Regen Lukoki. Vieux, Marabobozo Sala, nazomi tout na ba question, soki bo considérera biso neti ba Congolais to ba Congolais te. Et je me pose la question, soki zalaki baleki na bino to bana na bino bolungaki bondima bakota na ba risque ya boye na Kinshasa bo rassurer biso eloko mususu bo recruter biso ba jeune bolobi que to na Katanga Albert Yuma opesa biso misala to komi sur place et komi makambo ya ko créer un mouvement insurrectionnel poto la musa sécession ya Katanga. Est-ce que ça n'est pas na Kinshasa to nini? Parce que biso nyonso nde to longwa na kin to ebeke to e Katanga koluka musala. To komi na Lubumbashi botindi délégation ya biso memi biso na ba hôtel place tozali. To sali réunion na Kokonyangi na Nehemi na Muyeji. Ferdinand Kambere pazalaki e komi makambo ya sécession à Katanga. Est-ce que na kin tu as quand même ma sécession à Katanga? Pourquoi bozoli nga bo instrumentaliser ba jeune? Bino pe bo respecter ba corps te vieux. Na kin bo pesi discours mususu awa discours échangé. Et comme ko simbisa biso mandoki, nga banana botama nanu na simba mondoki ata mukolo mote. Makambo sali biso na kin ekokite bo meme biso na Katanga. Pour toi créer mon boulot. Vieux, en tout cas, on a s'appelle Nangote. Et puis je vous rassure que nous avons dénoncé sur le plan national et sur le plan international. Nous avons à la face du monde, Makambo Oyo, Bozako Sala. Ceux qui ont Makambo et Bimi, complot sur O Bozako préparé et Bimi, et ça rigen loko qui n'est pas Bimi si on a mes voilettes. Il y a rien de locaux qui n'est pas de mission. Nous avons dénoncé partout.
na koyebisa na bandeko makambo oyo bino préparer. Nga na kozala jamais pona soutenir un groupe oyo bazolinga séparation ya mboka na ngai. Toyaki na Lubumbashi awa pona musala oyo borasire biso na Jekamine. Ekomi makambo ya sécession ya Katanga na ndenge nini. Bosembisa biso mondoki, to créer des ordres, to créer makila pour Katanga ekoma une nation à part entière. Non. Torondi mangote biso ba chaîne déjà to komi ko kima. To bende ko kima. Ngai na ko dénoncer, na zui engagement ya ko dénoncer o nyonso boza ko sala. Bana bino na baleki na bino boza ko bomba, bana bato mususu nde bokomi ko exposer bango ba boma bango po bino bo sepela. Na ko dénoncer bino, na ko dénoncer bino. Trop, c'est trop. Na 18 ans to sali wana. To sali na bino. Bo pesa yibiso misala. Lelo nde bo rassurer biso bo pesa biso misala ekoma makambo mususu. To osala na Jekamine nango te. Bo vanda na misala na bino to ko dénoncer makambo osala. Tout à l'heure nazobenga Top Congo, nazobenga Ndeko Eliezer, nazobenga ba chaîne, nazobenga ba journaliste minene pour na livrer bango ba information nyonso oyo bino bozali ko bongisa pona ko déstabiliser mboka oyo. Bato mabe boko sambo. Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. RFI Podcast. Les appels continueront et d'autres procès aussi continueront. Dernier épisode de notre série. Mais d'abord, un petit rappel des faits. Le procès, censé jeter la lumière sur l'affaire Kabila Père, aboutit à 85 condamnations, dont 30 condamnations à mort qui ne seront jamais appliquées. Mais il laisse de nombreuses zones d'ombre. Quatrième et dernier épisode. Sur les traces des assassins. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais. Dans ce dossier, Arnaud, à défaut d'une vérité judiciaire, beaucoup de choses ont été dites ou fantasmées. Qu'est-ce qu'on sait pour sûr? D'abord, on sait pour sûr que Laurent Désiré Kabila a été tué par balle tirée à bout portant par Rachidi Mouzélé, un de ses gardes du corps, dans son bureau le 16 janvier 2001, qu'il a saigné abondamment et qu'il est mort sur le coup. Si je comprends bien, Rachidi tue donc Mzé Kabila, sort en courant, se fait intercepter par un autre garde, Chiribagoula, qui le blesse, et l'aide au camp de Kabila et dit qu'à peine vient l'achever. Mais Rachidi devait avoir un plan de fuite. D'ailleurs, on s'en rappelle, un chauffeur de taxi est venu témoigner lors du procès. Revenons sur certains éléments que nous avons déjà évoqués. Les services de sécurité apprennent donc par les autres gardes que Rachidi et Mirindi fréquentaient un homme d'affaires libanais, Bilal Héritier Bakri, qui sera immédiatement soupçonné. Ils se rendent alors dans l'appartement où il habite, mais ils ne le trouvent pas. Et donc, à sa place, ils embarquent 11 de ses frères, cousins et voisins qui vivent dans l'immeuble. Ils les emmènent et vont les exécuter sans autre forme de procès. Un autre homme est arrêté quelques jours plus tard, le major Bora, qui est emmené lui aussi à la prison secrète GLM. Et c'est là qu'on assiste à la première évasion. Oui, Antoine Vaumilia nous l'a raconté dans l'épisode 2. Et donc, d'après toi, ceux qui s'évadent étaient les principaux suspects. C'est ce que dira plus tard le chef de la première commission d'enquête, Luonge Kabinda Ngoy. Il accuse alors ses gardes et héritiers le Libanais d'avoir agi en collusion avec le RCD. Le RCD, c'est le Rassemblement congolais pour la démocratie, le groupe rebelle qui contrôle l'est du Congo avec le soutien du Rwanda. Oui, mais la commission ne fournit pas de preuves. Ce qui est sûr toutefois, c'est que dès leur évasion, Bora, Bahati et Mirindi ont tous traversé pour Brazzaville et ont ensuite regagné le Rwanda, puis l'est du Congo, où ils ont rejoint les rangs du RCD. D'ailleurs, bien plus tard, dans le cadre des accords de paix, le RCD a présenté le nom de Bora afin qu'il retrouve un poste de général dans l'armée congolaise, et le président Joseph Kabila a posé son veto. Mais tout ça, ce ne sont pas des preuves. Je te le concède, mais ce n'est pas tout. J'ai passé beaucoup de temps en reportage dans l'est du Congo. Et lors d'une visite au siège du Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, à Goma en 2004, qui est-ce que je vois dans la cour de la parcelle? Un homme de petite taille, musclé, aux cheveux très courts et au teint hâlé. Héritier le Libanais en personne.
Bilal Bakri, mieux connu sous le nom de Héritier. À l'époque, je ne m'intéressais pas de très près au dossier de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Comme je l'ai dit, pour nous, les rares correspondants de presse qui couvrions l'actualité de la région au quotidien, le processus de paix, émaillé par des longs épisodes de guerre dans l'est du Congo, nous a totalement détournés de l'assassinat. Mais Héritier s'approche de moi. Il me tend une poignée de main franche et me dit, les yeux dans les yeux, « Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Héritier. C'est moi qui ai tué Kabila. » Et il s'éclipse. Donc tout ce petit groupe a repris du service auprès du RCD. Oui, et quelques années plus tard, en 2008, le nom de Bilal Héritier Bakri refait surface. Il est mentionné dans un rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies sur le pillage des ressources en République démocratique du Congo. Les experts ont identifié son frère, Bilal Abdul Kalim Bakizi, comme l'un des intermédiaires dans la fourniture d'armes au CNDP, le groupe de Laurent Nkunda, un rebelle qui était lié au RCD, mais qui, lors des pourparlers de paix, au lieu de rejoindre la table des négociations, continue alors, avec le soutien du Rwanda, à semer la terreur dans l'est du Congo. Selon la devise « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », il semble bien logique qu'après avoir eu de tels problèmes à Kinshasa, les fugitifs se soient retournés vers ceux qui veulent bien d'eux, le Rwanda et le RCD. Mais cela n'incrimine pas ces derniers. Allons-y pas à pas. Dans le cadre de mes enquêtes, je suis allé à la recherche de Georges Mirindi, l'ami de Rachidi. Il a quitté les rangs du RCD et il a obtenu le statut de réfugié en Suède, tout comme les autres évadés du dossier. Là, nous quittons un moment l'Afrique centrale pour les grands froids. Dans le nord de la Suède, dans une petite ville de garnison enneigée où se trouve une base militaire, on y croise des véhicules militaires suédois montés sur chenilles à neige et sur les ronds-points, des vieux avions de chasse qui font office de statues. C'est une région sous-peuplée où la Suède installe de nombreux réfugiés politiques qu'elle accueille. J'y ai rencontré Mirindi et je l'ai interviewé longuement. Il était très nerveux et m'a fait des réponses difficiles à suivre. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse Pourtant pour nous, c'est très clair. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chirimakula, qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite, Edi Kapen est venu, l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Comme il ne confirme rien à l'époque, nous l'avons recontacté. On devait voyager vers le Cameroun. C'est pendant que j'étais à la maison chez moi, je venais de prendre les carburants. Et puis, à la maison chez moi, voilà, j'ai entendu des coups de feu sur mon Motorola. Et puis, voilà, c'était ça. Là, j'accours vers le palais de Marbre. Les entrées et les sorties sont fermées. Je suis en tenue civile. Et à partir de là, ils m'ont arrêté. Alors, à ce propos, justement, il y a un chauffeur de taxi qui a témoigné et qui a dit, ce chauffeur a dit que lorsque le président Kabila a été tué, lui était dans son taxi dehors et que dans sa voiture, il avait amené quelqu'un qui suivait ce qui se passait sur un Motorola et donc il a dit que c'était vous. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est vrai, c'est faux. Mon cher Esdras, cette histoire-là, imaginez-vous que cela soit proche de la réalité et que je sois arrêté. La première des questions qui pouvaient m'être posées, c'était exact. Ça devrait être en relation avec ces chauffeurs qui prétendent m'avoir conduit. Et ça, ces chauffeurs-là a été inventé lorsqu'il fallait effectivement lier les massacres des Libanais à la mort du chef de l'État. Et ces chauffeurs-là a été inventé plus tard. D'ailleurs, ça doit être durant les procès. Vous venez d'aborder la question des Libanais. Est-ce que vous connaissiez Héritier Bilal Bakri? Est-ce que vous le connaissiez avant l'assassinat de Kabila? Effectivement, je le connais. C'est un ami. J'ai connu Héritier Bilal Bakri à l'aéroport de Ngimi. C'était comment? Le président de la République était malade. Je n'ai pas de téléphone. Voilà comment je me rends vers le bureau d'un certain Lumbu à l'aéroport pour que je puisse communiquer avec Mouzé. Là, dans le bureau de M. Lumbu, qui était directeur de, je ne sais pas, un service là militaire ou de service de sécurité là-bas à l'aéroport, c'est là que je croise M. Lumbu assis avec un Libanais ou un Blanc. J'expose à M. Lumbu mon problème.
Alors Lumbu, au point de sortir son téléphone, c'est le Libanais qui sort son téléphone le premier. Lumbu lui dit, oui Georges, prends le téléphone pour lui d'appeler. J'appelle le numéro de Mzé, c'est Madame Nelly Tuite qui répond au téléphone. J'ai appelé, donc vous comprenez, avec le numéro de ces Libanais. Voilà comment j'ai connu Héritier. Plus tard maintenant, on va nous arrêter encore avec Héritier. Héritier aurait reçu un ami intime de Massassou. Depuis Boulouo, Massassou envoyait des lettres contrôlées par la prison, avait caché CICR. Massassou envoyait des lettres à ses amis à Kinshasa, à sa famille, dont M. Héritier le Libanais. Quelles étaient les relations entre Bora et Héritier? Est-ce que vous les aviez vus ensemble? Ils avaient des relations? Je ne connaissais même pas Bora. J'ai vu Bora pour la première fois. Quand moi j'étais sous les tortures, j'entends il y a un Bora qui est là-bas dans la cave. C'est là que j'ai entendu parler de Bora pour la première fois. Donc à Kinshasa, je ne savais pas qu'ils se connaissaient. J'ai su par la suite, quand nous avions survécu maintenant, c'est là que j'ai su qu'ils étaient aussi des proches. Antoine Voumilia était dans la même cellule que Georges Mirindi lorsqu'il s'est évadé de la prison secrète. Nous étions une trentaine de détenus dans le sous-sol de l'immeuble connu sous le nom de GLM et nous avions l'habitude d'organiser des séances de prière le soir. Georges Mirindi était l'un d'entre nous. Et il s'est exprimé à peu près à ces termes en disant « Mais je suis très sûr que le jour où j'irai comparaître devant cette commission internationale, vous serez libérés. » Lorsque vous êtes en prison, certains de vos co-détenus assurent qu'à un certain moment, dans une séance de prière, vous aviez dit que vous saviez des choses sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, que vous alliez tout avouer et qu'une fois que vous aurez parlé, eh bien, eux pourront repartir libres parce qu'ils seront disculpés. C'est vrai, ça? Faux et archi-faux. Je n'ai jamais été ensemble avec mes co-détenus. Jamais. Demandez-leur, ils vont vous dire. Mais j'étais dans cette cellule ligotée. Je n'ai jamais partagé la moindre parole avec un seul de mes co-détenus. Demandez, on va vous le dire. Alors, comment est-ce que dans ce cas-là, lorsqu'il s'évade de la prison, comment est-ce qu'il va vous associer à son évasion? Bora était avec nous dans la cave. Tellement la cave était très longue avec plusieurs cellules. Bora était aussi là-bas, comme beaucoup d'autres. Il y avait plusieurs cellules dans cette même cave. Mais Bora, au moins, Bora lui partageait la vie. D'ailleurs, c'était Bora qui faisait manger les autres dans cette cave-là. Et donc, Bora partageait bien la vie avec les autres. Comment je suis sorti avec Bora? Mais comment je peux répondre à cette question? Mirindi rejette tous les témoignages qu'il incrimine. Celui du chauffeur de taxi, chauffeur que tu n'as pas pu retrouver en eau, comme ceux de ses compagnons emprisonnés. En fait, il n'y a pas aujourd'hui d'éléments probants qui permettent de l'incriminer. Des éléments qui peuvent faire preuve devant une cour de justice, non. Mais je ne me suis pas arrêté là. L'allié du RCD pendant la guerre, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dissensions au sein du régime rwandais et des anciens membres haut placés de l'appareil sécuritaire rwandais ont des choses à dire. Théogène Rudasingwa, par exemple, il vit à présent en exil aux États-Unis, mais au moment de l'assassinat, il était l'aide de camp du président Paul Kagame. Il a accepté de témoigner. J'ai entendu parler pour la première fois de la mort de Kabila alors que j'étais au secrétariat du FPR à Kigali, au Rwanda. C'était pendant une réunion avec d'autres officiers militaires, une réunion dont l'objet n'était pas le Congo. Mais à un moment, pendant la réunion, le général Kabalere a reçu un coup de téléphone. Et quand il a raccroché, il nous a informé que le président Kabila avait été assassiné. Donc c'est via Kabalere lui-même que je l'ai entendu pour la première fois. C'était le jour même de l'assassinat et en temps réel. Mais je me rappelle une anecdote que j'aimerais partager avec vous, dans laquelle le chef de la sécurité du président Kagame, Tom Byabagamba, qui a depuis été mis en prison depuis un moment, et en tant que directeur de cabinet, je travaillais en collaboration avec la sécurité de manière quotidienne. Il y avait entre nous une relation de confiance réciproque. Et je me souviens que Tom Byabagamba réfléchissait à voix haute, alors que nous n'étions que tous les deux dans le bureau.
Et il a fait un commentaire en disant « Monsieur, est-ce qu'on doit toujours tuer les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord ?» Et moi je lui ai dit « Que veux-tu dire ?» Il me répond « Est-ce qu'on devait tuer Kabila ?» Alors j'ai souri et j'ai répondu « C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis un certain temps maintenant. » C'est quelqu'un qui est entré en opposition au régime. Il peut donc avoir un intérêt à salir le pouvoir rwandais. Mais Arnaud, tu nous as aussi dit que les relations n'étaient pas au beau fixe avec l'autre acteur fort de la région, l'Angola. N'est-ce pas une autre piste possible ? Certains ont parlé de l'implication de l'Angola à cause du geste de Idi Kapend. Kapend vient d'une ethnie congolaise transfrontalière de l'Angola. Et il est vrai aussi que l'Angola ne faisait plus confiance à Laurent-Désiré Kabila. Il ne tenait pas le pays et l'Angola craignait que son ennemi d'alors, le rebelle Jonas Savimbi, qui contrôlait le nord de l'Angola, ne parvienne à se recréer une base arrière au Congo, comme ce fut le cas à l'époque du régime Mobutu. Mais l'Angola n'avait personne d'autre sur qui miser, et Idi Kapend n'a pas tenté de prendre le pouvoir. Il est resté fidèle au clan Kabila. Il n'y a donc rien qui incrimine l'Angola en réalité. Il reste un acteur dont on a peu parlé, les États-Unis. Comme pour Patrice Lumumba 40 ans plus tôt, l'assassinat est intervenu entre deux mandats présidentiels américains. Le 16 janvier 2001, le président démocrate Bill Clinton était en fin de mandat. Et le mandat du président élu George W. Bush n'avait pas encore commencé. On était donc dans cette période de latence entre deux administrations où tous les coups sont possibles. Et il y a cette carte de l'attaché militaire de l'ambassade américaine, le colonel Sue Ann Sandusky, qui d'après le tribunal a été retrouvé dans les affaires de Rachidi. As-tu suivi cette piste ? Oui, je suis allé rencontrer le colonel Ann Sandusky en Allemagne, au siège du commandement Afrique de l'armée américaine. Elle a reconnu qu'elle avait par le passé rencontré certains des gardes du corps, qu'elle leur avait offert des bières et aussi qu'elle avait quitté le pays la veille de l'assassinat. Elle affirme qu'elle était arrivée en fin de mission et que c'était une totale coïncidence. Il n'est pas très surprenant qu'une attachée de défense noue des relations avec les anciens Kadogo de Massassou, qui sont mécontents. Cela fait partie de son travail pour prendre le pouls de la situation du pays où elle est en poste. Alors, a-t-elle joué un rôle réel, financier ou opérationnel dans l'assassinat ? Je n'ai pas d'éléments concrets pour soutenir cette thèse. La presse congolaise a aussi mentionné le nom d'une certaine Rebecca Gaskin, une ressortissante américaine elle aussi, qui avait un poste de directrice à la Standard Bank de Kinshasa. Sa banque aurait accueilli un transfert suspect qui aurait pu servir à financer l'assassinat, d'après la presse. Le nom de Rebecca Gaskin a d'ailleurs ressurgi bien des années plus tard, en 2008, en lien avec un coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Donc pour toi, les Américains sont-ils impliqués ou non ? Que Kabila avait des relations exécrables avec les Américains, cela est indéniable. Qu'il voulait sa perte, c'est très probable. Qu'ils aient participé au complot qui a effectivement conduit à sa mort, je l'ai pensé à un moment donné. Mais j'ai eu un échange avec quelqu'un qui savait beaucoup de choses et qui m'a fait changer d'avis. C'est un certain Patrick Karegeya. Ah oui, Karegeya. C'est l'ancien chef des renseignements rwandais qui sera retrouvé mort étranglé dans une chambre d'hôtel à Johannesburg en 2014. Tombé en disgrâce 8 ans plus tôt, il s'était exilé en Afrique du Sud où il est devenu un des plus farouches opposants de Kigali. La justice sud-africaine accuserait d'ailleurs le Rwanda d'être derrière son meurtre. Celui-là même. Il était donc chef des services de renseignement du Rwanda au moment de l'assassinat de Mzee Kabila. Au cours de mes enquêtes, je suis allé le rencontrer une première fois en Afrique du Sud en 2010 et on s'est parlé par téléphone par la suite. Il n'a pas voulu s'épancher longuement, mais il m'a dit ceci. C'est nous qui avons tout organisé, pas les Américains. Et ensuite, on a réussi à faire évader ceux qui étaient impliqués. Nous, ça veut dire le Rwanda. Peut-être Arnaud, mais encore une fois, quel crédit peut-on accorder aux accusations d'un opposant si farouche ? Je ne suis qu'un journaliste. Je n'ai pas les moyens d'un procureur qui peut faire suivre les suspects, les convoquer, les mettre en garde à vue, confronter leur point de vue, vérifier avec qui ils communiquent par téléphone, vérifier leur compte bancaire et avec qui ils échangent de l'argent. Donc, en effet, tout ce que j'ai réussi à collecter, c'est un faisceau d'indices et de témoignages qui jettent le doute sur le rôle d'un certain nombre de gardes du corps, de l'homme d'affaires libanais, des rebelles du RCD
et du Rwanda. Tu sembles, Arnaud, avoir interrogé de nombreux acteurs qui sont potentiellement impliqués dans l'assassinat. Tu es allé jusqu'en Suède, tu as interrogé l'attaché de défense américaine de l'époque. Mais il y a une personne que tu n'as pas encore mentionnée et que de nombreux Congolais tiennent pour responsable de l'assassinat d'Omzé Kabila. C'est Joseph Kabila, son fils. Et ceux qui l'accusent affirment que Joseph Kabila n'est pas le fils véritable de Mzé Kabila. Je vais te répondre très clairement. Que Joseph Kabila soit le fils biologique ou adoptif de Laurent-Désiré Kabila, je considère que c'est une affaire privée. Joseph Kabila est l'un des nombreux enfants que Mzé Kabila a reconnus et qu'il considérait comme son fils. Voilà pour la question de la filiation. Maintenant, concernant la séquence des événements, le retour de Joseph Kabila à Kinshasa le soir de l'assassinat, la manière dont la succession a été organisée, rien n'incrimine Joseph Kabila. Écoutez plutôt ce dernier témoignage, c'est celui de Stavros Papaioannou. À l'époque de l'assassinat, il dirige la compagnie aérienne congolaise Ewabora et à peine 2 heures après l'assassinat, il affirme s'être fait appeler par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général James Kabarebe. Je reçois donc un appel d'un partenaire à moi et il me dit « je te passe quelqu'un ». Alors il m'a passé James Kabarebe. Donc moi je lui ai parlé, il m'a dit voilà, parce qu'on se connaissait, puisque en 97 quand il y a eu la guerre et tout ça, j'avais beaucoup aidé à cette époque-là la FDL pour son déplacement. Donc je le connaissais. Alors il me dit voilà, nous savons que tu as des très bons contacts avec le ministre de la Justice qui s'appelait Moïse Kongolo. Est-ce que tu peux aller lui dire que le président Kagame souhaiterait que ce soit lui le président? Et il me donne un numéro de téléphone, évidemment, qui, moi, me faisait peur, parce que à cette époque-là, lorsque quelqu'un était accusé de trahison, de travailler avec l'ennemi, c'était la peine capitale, on rigolait pas à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai eu peur. Bon, j'ai noté son numéro de téléphone, puisqu'on me l'avait demandé. J'ai pris le numéro et je suis allé voir d'abord les adjoints de Moïse Kongolo, qui s'appelait Pascal Senka, un avocat, et Célestin Chibalonza. J'étais 2. C'était son secrétaire particulier. Je suis allé voir, j'ai écouté. Je n'ai pas voulu vous en parler au téléphone parce que c'est trop dangereux. Je dois parler au ministre de la Justice. Je suis allé les voir en leur présence, donc les 2 devant. Donc nous étions à 4. Je vous remets un message qui vient de l'Est. Ça vient de Kagame, c'est son numéro de téléphone, je vous le remets. Je n'ai pas d'autres copies. Je n'ai pas copié ce numéro ailleurs. Donc, si vous le perdez, vous l'avez perdu parce que je n'ai pas voulu garder ce numéro. Je vous le remets, vous l'appelez et on me charge de dire qu'il souhaiterait que ce soit vous qui preniez la tête du pays, donc la présidence. Il m'a remercié, je suis parti. 1 heure après environ, bon, je ne suis pas très précis dans les heures. En tout cas, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu as un avion pour aller chercher Joseph Kabila qui se trouve à Lubumbashi? Donc j'ai appelé l'équipage, je leur ai demandé qui était en Bujimaï, je leur ai dit, écoutez, rentrez avec cet avion-là à Lubumbashi, avec les passagers qui sont dedans, puisqu'ils ne pourront pas de toute façon rentrer sur Kinshasa. Vous rentrez sur Lubumbashi, vous déposez tous les passagers à Lubumbashi et vous allez prendre là-bas Joseph Kabila et vous allez me l'amener ici à Kinshasa. Donc c'est ainsi que l'avion est rentré vers environ 1h du matin. Il est rentré à Kinshasa avec Joseph Kabila. Il rentre rappelé par l'entourage de son père qu'il a adoubé en son absence. Et à la première réunion, il demande « Je m'assois où ?» Et c'est Moïse Kongolo qui lui indique le siège laissé vacant par son père, assassiné la veille. Pour moi donc, rien dans les actions de Joseph Kabila ne l'incrimine. Et lorsque je l'ai interviewé une première fois, quelques semaines plus tard, j'ai été étonné d'avoir devant moi un jeune homme timide, qui maîtrisait mal le français et le lingala, et qui n'avait pas du tout l'air préparé à prendre le pouvoir, même si bien plus tard, il a tout fait pour le conserver. Donc je n'ai vraiment aucun élément qui me permette de penser que Joseph Kabila a participé à l'assassinat de son père. Aucun. Pour moi, le seul élément qui pose question, c'est cette relation entre Rachidi, les gardes du corps qui se sont évadés, Héritier, l'homme d'affaires libanais, le RCD et le Rwanda. Ça semble bien mince, Arnaud. Prenons les choses dans l'autre sens. Rachidi a tué Kabila. Donc vous imaginez quoi? Qu'il pensait sortir tranquillement du bureau de Mzé et rentrer chez lui?
Il y a le témoignage du chauffeur de taxi qui confirme la présence d'un complice qui l'attend à l'extérieur. Il y a le lien avec les Libanais et tout ce monde qui se retrouve parmi les rebelles du RCD soutenus par le Rwanda. Et enfin, les témoignages des anciens caciques du régime rwandais. C'est quand même une série d'éléments qui permettent de dessiner les contours d'un complot. RFI a contacté les autorités rwandaises pour leur demander une réaction. Et le porte-parole du gouvernement nous a répondu. Il déclare, je cite, que le gouvernement rwandais ne souhaite pas réagir à ces accusations. Il estime que c'est une affaire purement congolo-congolaise. Fermez les guillemets. Sous-entendu, Arnaud, que dans cette réaction, le Rwanda estime qu'il n'est concerné ni de près ni de loin par l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. En somme, il reste de nombreuses zones d'ombre. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, ce qui veut dire que soit elle a été volée, soit Rachidi l'assassin avait un complice au sein du palais qui s'est chargé de la faire disparaître et qui n'a jamais été identifié. Quant au rôle des complices supposés, il n'est pas établi à 100%. Le Rwanda a visiblement eu tôt la confirmation de l'assassinat de Kabila, mais avoir un bon réseau d'informateurs n'est pas une preuve d'implication. D'autant que visiblement, l'avènement de Joseph Kabila n'était pas ce qu'il souhaitait. Certains peuvent encore affirmer que Rachidi a agi seul, ou du moins avec un nombre très réduit de complices. En l'absence d'une justice efficace et de preuves irréfutables, les Congolais continueront donc longtemps à développer toutes sortes de théories sur l'assassin de Laurent Désiré Kabila. Et toi, Arnaud, que retiens-tu de cette affaire 20 ans après ? Lorsqu'on enquête sur un dossier comme celui-là, le piège est de penser que chaque acte posé a été mûrement réfléchi et s'inscrit dans un plan bien ordonné. En réalité, j'ai découvert que la plupart des actes posés dans cette affaire ont été motivés par un même sentiment, la vengeance. Lorsque les gardes tuent Kabila, ils se vengent de lui et des mauvais traitements qu'il leur inflige. Ils vengent également le général Massassou, que Kabila avait éliminé. Lorsque Kapend tue Rachidi l'assassin, il se venge de la mort de Mzee Kabila. Lorsque les services de sécurité soupçonnent Héritier, le Libanais, d'être lié à l'assassinat et qu'ils ne le trouvent pas chez lui, il se venge en exécutant froidement 11 de ses frères, cousins et voisins. Et lorsqu'à la fin, c'est à la justice de reprendre le dossier, elle fait exactement pareil. Certes, il y a les gardes qui n'ont pas réussi à protéger leur chef. Certes, il y a ceux qui ont exécuté les Libanais, sans qu'on sache exactement d'où les ordres sont venus. Mais tous les autres, les 85 prévenus qui pour la plupart n'ont rien à voir avec l'assassinat, quand la justice les condamne aux peines les plus lourdes, elle se venge à son tour. Et en définitive, même le procureur, le colonel Charles Alamba, celui qui a condamné tous ces gens au nom du régime et qui était l'un des hommes les plus craints du régime Kabila, a à son tour subi la vengeance. 2 ans après le procès, des gens des services de police ont monté de toutes pièces un dossier contre lui. Il s'est retrouvé en prison, où il a fini par rendre l'âme. Il avait lui aussi été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Encore la vengeance. Sur les 85 détenus condamnés dans le dossier de l'assassinat Kabila, beaucoup sont morts au cours de ces dernières années. D'autres se sont évadés. Les 23 qui étaient encore en détention ont été récemment graciés par le successeur de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. 20 ans de prison, c'est long, 20 ans. Les mots manquent pour décrire l'injustice que Joseph Kabila a fait subir à ces gens. Chaque année, à la date anniversaire de l'assassinat, notre consoeur, la très regrettée Ghislaine Dupont, se faisait un devoir de rappeler leur sort sur l'antenne de RFI. Jusqu'à présent, le chef de l'État a fait la sourde oreille. Joseph Kabila ne souhaite ni la réouverture du procès, ni l'application de la loi d'amnistie en faveur des condamnés de Makala. Ghislaine Dupont, Kinshasa, RFI. L'ONG congolaise Azado a fait un travail remarquable. Elle a réussi à obtenir la condamnation du Congo par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, qui en 2013 a sommé les autorités congolaises de libérer tous les condamnés et de les dédommager. Mais Joseph Kabila ne voulait rien entendre. Peut-on dire, Arnaud, qu'avec cette libération, c'est une page qui se tourne enfin ? Oui, mais c'est encore incomplet. Les condamnés ont été graciés, mais pas réhabilités. Et tous ceux qui se sont évadés et qui ont été forcés à l'exil ne peuvent toujours pas retourner dans leur pays. Enfin se pose la question de la recherche de la vérité dans l'assassinat. Je te propose de laisser le mot de la fin à ceux qui sont encore en exil. Et mes enfants, ils sont tous suédois, ma femme suédoise, c'est moi, même qui n'a pas eu la nationalité. Je compte rentrer au pays parce que je n'ai rien fait, Zaitman.
Moi, j'espère mon retour au pays. Je n'ai rien fait. Je suis innocente et je clamerai toujours mon innocence. Et aussi, en passant, je dis merci au président Félix Tshisekedi qui a pu signer les mesures de grâce. Et nous espérons qu'à l'avenir, il y aura des choses peut-être meilleures pour ces dossiers ici parce que pour moi, je suis du côté de ceux-là qui réclament la réouverture du dossier. Cette mesure est insuffisante. D'abord déjà parce que la grâce présidentielle suppose que le procès était juste et équitable, ce que moi je conteste. La grâce, c'est pour les coupables, ce n'est pas pour des innocents. Et ensuite, cette mesure ne résout pas la question des personnes qui sont en exil, comme moi, qui restent exclus des bénéfices de la mesure de grâce. Et puis, sur le plan politique, cette mesure est insuffisante parce que on n'arrive toujours pas à trouver la réponse quant à la question de savoir qui a tué Laurent Désiré Kabila. Donc la vérité, pour le peuple congolais, reste encore à trouver. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais. Une série de RFI écrite par Arnaud Zeitman et Esdras Ndikumana. Réalisation Nicolas Benita et Simon de Creuse. Au web, Steven Jambeau et Sinatou Saka. Un merci tout particulier à la Sonothèque de RFI. Une série à la mémoire de notre amie Ghislaine Dupont qui couvrait ce dossier pour RFI et fut assassinée au Mali le 2 novembre 2013 dans des circonstances qui demandent elles aussi à être totalement élucidées. RFI. La vague de violence enregistrée cette semaine au Soudan est la plus meurtrière depuis la fin le 31 décembre de la mission de paix menée conjointement par l'ONU et l'Union africaine dans cette vaste région. Le premier drame de l'année en Méditerranée se produit cette semaine. Au moins 43 migrants se sont noyés au large de côte libyenne après le naufrage de leur embarcation. 10 autres personnes ont été secourues selon un bilan annoncé le mercredi 20 janvier par l'ONU au lendemain de l'accident. En Centrafrique, la présidence de la République a déclaré l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du territoire du pays où une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réélu Faustin Archange Touadéra. L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, réclame au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays après les récentes attaques meurtrières des principaux groupes armés qui occupent le 2/3 du territoire. Les Tunisiens étaient dans les rues cette semaine pour réclamer la libération des centaines de protestataires arrêtés lors de troubles nocturnes et protester contre la classe politique accusée d'inaction face à la crise sociale exacerbée par la pandémie. Pour rappel, une centaine de personnes étaient dans les rues de Tunis et autant à Sousse, défiant l'interdiction des rassemblements décrétée face à la détérioration de la situation sanitaire. Pendant ce temps, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. 16 équipes sont en lice, parmi lesquelles la République démocratique du Congo, vainqueur de la première et 4e édition. Les rencontres se jouent dans 4 stades dans le respect de règles sanitaires imposées par la CAF. Le dépistage se fait tous les 3 jours, perturbant les compositions des équipes. Dans le reste de l'actualité au niveau mondial, la découverte de nouvelles variantes de la Covid-19 continue d'inquiéter. Le vaccin s'impose désormais comme l'un des moyens les plus efficaces pour couper la chaîne de transmission à la pandémie, alors que plusieurs pays du monde doutent encore sur le choix du vaccin à utiliser. Certains ne tergiversent pas. C'est le cas notamment de la Hongrie qui a conclu un accord avec Moscou pour acheter de larges quantités du vaccin russe, bien que l'Union européenne ne l'a pas encore certifié. En Russie, des manifestations se sont multipliées cette semaine pour réclamer la libération de l'opposant Alexei Navalny, arrêté le dimanche dernier après son séjour en Allemagne où il était soigné pour un empoisonnement. Plusieurs de ses proches ont été arrêtés. Le président de l'Union européenne, comme plusieurs autorités, exige sa libération immédiate. Investi 46e président des États-Unis, Joe Biden a prêté serment le mercredi dernier, comme également la vice-présidente Kamala Harris. Comme annoncé, Donald Trump n'a pas assisté à la cérémonie hautement sécurisée qui a mis fin à une période de crise dans le pays déclenchée après l'annonce des résultats de l'élection. Quelques heures seulement après sa prise de fonction, une série de décrets a été signée par le nouveau locataire de la Maison-Blanche. On note le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et à l'Organisation mondiale de la santé. Et
Enfin du sport, le Japon tient à présenter ses Jeux Olympiques reportés l'an dernier en raison de la pandémie. Le Premier ministre japonais et les organisateurs de Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont réaffirmé vendredi leur intention de les tenir cet été, contrairement aux rumeurs. Plusieurs têtes d'érosion géantes ont avalé des écoles, des commerces et ont séparé des familles. Ça se passe à Kinshasa, au quartier Kimwenza. Kirumbu Saïdi s'y est rendu. Voici son travail. Jadis fierté environnementale de nos compatriotes des quartiers Kinduku, Kindele et Kimwenza, la route qui sépare les communes de Lemba et de Mongafula, longue de près de 10 km, une route qui va du Triangle jusqu'à la mission catholique de Kimwenza en passant par l'université de Kinshasa vers la place du trafic, fut très prisée par les usagers routiers de ce coin de la capitale à cause de sa praticabilité et son caractère hautement historique. C'est une route qui a une très grande importance. Cette route relie deux grandes universités. L'université de Kinshasa et l'université Loyola, chez le père jésuite. Le père Boka, qui est l'auteur compositeur de nos deux hymnes nationaux, est enterré ici. Le premier recteur de l'université de Kinshasa, le père Léo de Semoulin, il est enterré ici. Ce ravin se trouve sur la route qui mène de l'université de Kinshasa vers Kimwenza Mission. Et la mission Kimwenza, nous pouvons dire que c'est le mini Vatican en RDC. C'est là où on raconte la grande bibliothèque de l'Afrique centrale. Cette célèbre route, victime de phénomènes climatiques dus à des inclinaisons et des dénivellations, et surtout butée à des problèmes d'urbanisation des sites, connaît depuis près de 7 ans des sérieux glissements de terrain, occasionnant ainsi diverses têtes d'érosion, un ravin de plus de 30 mètres de profondeur, avec beaucoup de conséquences sociales, humaines et matérielles. Les eaux de la pluie qui viennent dans le coin de Kimbondo n'est pas canalisées. Alors comme il y avait une négligence de nos autorités, et c'est ce qui fait qu'il y a eu cette rapidité de progression de l'érosion et nous sommes arrivés à l'état où nous sommes. Tout il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité à cause de cette érosion. Ça fait 7 ans. Cette érosion a emporté plusieurs maisons commerciales et maisons privées. Les écoles sont parties. Avec l'avancement des ravins qui a déjà touché l'avenir de l'école. Au moment là où nous sommes, il ne saura pas recevoir les enfants qui viennent de Kindele, de Makaya, tous ces petits-là de la maternelle. Quand vous regardez ces ravins, comment les enfants vont venir vers les écoles? L'Ibota centre est ici. Il n'y a plus les routes pour que les enfants entrent. Est-ce que vous pouvez imaginer? Route qui fait mourir aussi la République parce qu'il y a aussi des Ndunda, des Pondus, tout ça, qui viennent pour amener jusqu'au rond-point et la ville se retrouve. Loin d'être abattus, les populations riveraines, patriotisme oblige, ont conjugué d'énormes efforts pour relever cette série de défis quant à la réhabilitation de cette chaussée, gare de l'enclavement de la cité de Kimwenza. Nous avons fait les démarches, nous avons fait les photos, nous avons fait le menu, nous avons contacté à partir des autorités communales, de l'OVD et politiques, jusqu'au même au bureau du président de la République. Dans la quête de perspectives concrètes pour de meilleurs lendemains, ces compatriotes lancent un SOS, un cri de détresse auprès de la nation congolaise tout entière pour la réhabilitation de cette route qui menace aussi le site de l'université de Kinshasa vers le plateau de Proceur. Nous avons reçu le cardinal, il nous voit, il nous a promis de parler au chef de l'État. Et je demande aux autorités, donc s'ils peuvent nous aider uniquement au nom même de Père Boka et Léo de Semoulin. Nous demandons à nos autorités s'ils peuvent venir en aide. Le peuple de Kindele fait partie de la population congolaise. Lorsque nous voyons à la télévision qu'on est en train de réhabiliter les érosions dans les différentes provinces, pourquoi cette érosion n'est pas réhabilitée d'il y a 7 ans? La réhabilitation de cette route, avec l'arrêt de ces têtes d'érosion et l'élimination de son ravin, aura le principal avantage d'éviter à ce que cette chaussée d'une grande importance sociale puisse être réelle la cartographie urbanistique de la ville de province Kinshasa. Plusieurs infiltrations des rebelles ADF Nalu sont signalées autour de Kamango. Le gouverneur du Nord Kivu s'y est rendu pour sensibiliser la population. Carly Nzanzu était accompagné de la
MONUSCO. La cité de Kamango, située à plus de 80 km de la ville de Beni, chef-lieu de la chefferie de Watalinga, territoire de Beni, c'est là que le gouverneur est arrivé ce samedi 23 janvier à bord de l'hélicoptère de Nations Unies. Carly Nzanzu Kasivita a transmis le message de compassion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la population maîtrisée par les guerres nous imposées par les ADF en territoire de Beni. Devant une foule immense, le gouverneur exhorte la population à la vigilance et à ne pas prêter oreille à ceux qui intoxiquent la population, une des stratégies de l'ennemi visant à rompre le mariage de FARDC avec la population locale. Accompagné du chef de bureau de la MONUSCO et des députés provinciaux élus de cette entité territoriale, le gouverneur s'est rendu par route à Nobili, à 9 km de Kamango, cité frontalière avec l'Ouganda voisin. Une courte visite d'inspection des services commis à la frontière a permis à l'autorité provinciale de s'imprégner de cas d'infiltration souvent signalés. Occasion pour Carly Nzanzu Kasivita, en dehors de la sécurité, de se pencher également sur des questions de développement. Le numéro 1 de la province a donné les go pour la construction du pont Mulunguna et l'annonce de la réouverture de la route Kamango-Kikingi en première phase et de la route Kikingi-Mwenga en seconde phase. Notre arrivée à Kamango et à Nobili, c'est d'abord compatible aussi avec notre population qui est martyre. Je veux aussi encourager, féliciter, remercier la population de Kamango qui a réussi le déclassé de la guerre des secteurs de Rwenzori, qui ont manifesté la solidarité africaine. Et vous voyez la présence des forces armées de la République. Cela témoigne de l'engagement du gouvernement congolais, du commandant suprême à sécuriser l'ensemble du territoire national. Nous devons être plus vigilants parce qu'en fait, au regard des informations reçues de la population, au récit des services de sécurité, c'est possible dans cette partie de la République qu'il y a des infiltrations de ces ADF-là. Sur place, la société civile ne peut qu'exprimer la joie de ce réconfort de l'autorité provinciale. Nous sommes vraiment ravis des gens parce qu'ils venaient de taper juste à tout besoin humanitaire dans la zone. Par exemple, l'aménagement de l'addiction d'eau potable, des réseaux de Nama, Kamango, Baoumou. La population de Nobili et Kamango avait été victime des attaques de ADF il y a une année. À présent, elle est sécurisée par le FARDC et la MONUSCO. Imaginez une salle de classe sans banc ni tableau, la toiture a conservé le modèle de l'avant-indépendance. C'est dans ces conditions qu'étudient les élèves à Chilenge, c'est au Kasaï oriental. Regardez. La vice-gouverneur de province, Jeannette Longo Musamba, a entamé le deuxième volet de sa mission officielle dans le territoire de Chilenge, celui de palper du doigt les conditions dans lesquelles les enfants de cette partie de la province du Kasaï oriental étudient. Première escale à l'Epe Bondoki, dans le territoire de Benantambé, école à 2 bâtiments à terre battue, toiture de chaume, 6 classes sans tableau ni banc. La vice-gouverneure de province est entrée dans ces salles et elle a peiné de voir que les enfants du territoire de Chilenge étudient dans des conditions difficiles. Même construction et conditions d'apprentissage à l'épée Bajanitumba et à l'épée Ndomba visitées par la vice-gouverneure de province. Partout où elle est passée, Jeannette Longo Musamba a invité les parents dans la cour scolaire pour les exhorter à prendre au sérieux la scolarité de leurs enfants et aux élèves qui venaient saluer l'autorité provinciale d'aimer les études. Au terme de cette visite qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer les conditions d'études de la jeunesse congolaise, la vice-gouverneure de province, Jeannette Longo Musamba, s'est confiée à la presse. Nous sommes arrivés en Colombie pour visiter quelques écoles. C'est par rapport au travail que nous sommes en train de faire avec la Fondation Kadima Dubé à Kinshasa. Lui, il est dans le social, il assiste beaucoup de personnes, les vulnérables, et il a pensé aux élèves. Et c'est comme ça que je me suis arrêté. Par rapport aux moyens, d'abord, le mieux c'est d'acheter l'école, chercher l'école et les prix. Commencer par le bâtiment, pas tellement bâtiment moderne, on va commencer par les tableaux, ça va aider les élèves, les parents eux-mêmes. Parce que les parents sont dans la même possibilité de faire quelque chose. Il nous a quittés depuis quelques jours. Gabriel Bolemba, notre confrère, a été mis en terre hier. Sa famille biologique, la famille professionnelle,
Les deux lui ont rendu des hommages mérités tels que le décrit ce reportage. Gabriel Bolemba Yagabi s'en est allé dans l'au-delà comme il est venu et a vécu sur cette terre, d'où tout homme tire sa substance. Bolemba Gabriel, l'homme à la plume alerte et géante, avec un timbre vocal particulier, il était ce journaliste, professionnel, talentueux. Ses multiples productions médiatiques confirment ces témoignages. Chroniqueur, analyste politique, talentueux, littéraire, patenté, il a pu réunir l'unanimité dans plusieurs salons qui savouraient et dégustaient ses prestations de haute facture. Il a inscrit son nom dans les annales de la presse congolaise en général et quinoise en particulier dans cette cité d'ambiance et passionnée, ville épicrienne où l'excellence, la gaieté, le beaux-arts et la culture se font remarquer au quotidien. L'homme à l'intelligence rare et prodigieuse, Gabriel Bolemba a marqué son temps en Côte d'Ivoire, dans l'alma mater, où il s'est familiarisé avec les notions de droit. L'histoire renseigne qu'il fut l'étudiant le plus intelligent de tous ses compatriotes congolais. Cette vertu lui a valu une place dans le cœur de tous ses maîtres et ses condisciples. Tout le monde ne jurait que sur les noms de Bolemba pour montrer qu'en République démocratique du Congo, il y a des têtes pensantes. Des juridiques au journalisme, il a su maîtriser toutes ces filières et les a défendues valablement. Les crépuscules tombaient sur Yagabi Bolemba le vendredi 15 janvier 2021. Aujourd'hui, samedi 23 janvier 2021, jour de dernier contact, c'est aussi le jour de derniers souvenirs angoissants et sombres après 67 ans d'âge. À la levée de son corps sans souffle, à la mort de l'hôpital militaire de Kankokolo, les membres de famille, les amis et connaissances, professionnels de médias, plus encore la grande famille de carrière, la radio-télévision nationale congolaise n'ont pas voulu rater cette occasion pour lui rendre les derniers hommages de son rang et de fraternité. Chacun avait un mot. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Problème exact, maman, mise élongation. Yo tika kaka commentaire na okota wana na répondre. Merci. De 2000 tables est en train d'être aménagée en face de la maison Schengen quand assez informe l'administrateur de ce marché. Le marché vient d'enregistrer 500 commerçants en l'espace de 2 jours. Lentement mais sûrement, les différents marchés temporaires prennent forme pour accueillir l'ensemble des commerçants du grand marché. Et c'est le 20 janvier dernier que le marché central de Kinshasa a fermé momentanément ses portes aux vendeurs. Ceci fait suite aux travaux de réfection initiés par l'autorité urbaine de précision dans ce reportage. Il est 23 ans à Kinshasa lorsque les agents de réseau d'assainissement de la capitale et ceux de l'entreprise de construction Adi Construct ont franchi les feux du marché central. Première opération, évacuation de montagnes des immondices le long des avenues Bokassa, Wakadine, Kato, Itaga, Demaré et autres qui ont empêché la circulation normale de personnes et véhicules à celui des négoces. Et pour y arriver, il était impérieux d'abord de dégager la chaussée envahie par les tables et construit depuis 1971 pour accueillir des commerçants. Le marché central était débordé vu le nombre de commerçants sensiblement augmenté à plus de 10 000. Une situation qui a interpellé le numéro 1 de la ville, province de Kinshasa, Jean-Kilingo Bilabaka, décide de moderniser le marché à la taille de la ville vu la démographie actuelle. Le premier travail, c'est d'abord dégager tout ce qu'il y a comme immondices autour de l'espace dit marché central. Et après cela, il y a toute une liste de travaux, notamment les sanitaires, les pavillons à réhabiliter. Donc aujourd'hui, le marché central a tout au plus de 50 ans d'âge. Il y avait vraiment urgence que le chef devait à tout prix prendre une décision ferme pour la survie de la population kinoise.
Et aujourd'hui, je confirme qu'il y a la fermeture du marché central. Mokonzi ya engumba Kinshasa Jacqueline Ngobila azwi vraiment mokano wana mpona fermeture ya Zando mpona deux raisons. Le gouvernement a pris une bonne décision pour deux raisons. La première raison, l'assainissement, et la deuxième raison, la réhabilitation du marché central de Kinshasa. Totika na ba génération future mpona ville na biso ya Kinshasa. En un temps de record, c'est l'un des négoces après le travail d'assainissement de la nuit du 20 au 21 janvier a donné une nouvelle image à la grande satisfaction de la population environnante. Accompagné de la commissaire provinciale de l'environnement, Laetitia Bena-Kabamba et les staffs dirigeants du marché central, ces travaux ont été supervisés par le ministre provincial de l'Intérieur sur une sorte de dispositif sécuritaire, signalant que le marché central de Kinshasa a une superficie de 9 hectares, comprenant le magasin, pavillonnaire et étalage. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Une nouvelle patronne à la tête de la MONUSCO, il s'agit de Bintou Keïta qui a remplacé Leila Zerougui. L'ancienne patronne a officiellement fait ses adieux à la presse mercredi. Première conférence de presse de l'année 2021. Cette rencontre a permis à Mme Leila Zerougui d'envisager son départ. C'était également une occasion opportune pour dépeindre l'énormité du travail abattu par la MONUSCO en plus de 20 ans. Tout en donnant beaucoup de chance à sa remplaçante, la Guinéenne Bintou Keïta, pour continuer le travail. Mme Zerougui invite les acteurs politiques congolais à cerner les causes profondes des conflits dans leur pays et de le soigner à la base de la racine. Reconnaissant que l'avenir de la République démocratique du Congo est encore envisageable, la patronne, sa mandat de la MONUSCO, n'a pas manqué de dépeindre la situation de la femme congolaise, souvent oubliée et opprimée. Avec la tempérance de son caractère, Mme Leila Zerougui a instauré un climat de détente à la fin de cette conférence de presse. Et toujours la journée de mercredi, Joe Biden a été investi par un 6e président des États-Unis d'Amérique, une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles. La suite en images. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. Une page se tourne aux États-Unis. Le président américain sortant Donald Trump s'envole pour la Floride ce mercredi 20 janvier, quelques heures avant la prestation de serment de Joe Biden. Si Donald Trump a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a jamais félicité et fait son précédent depuis 150 ans. Boudera sa cérémonie d'investiture à Washington. Barack Obama, George Walker Bush et Bill Clinton seront eux, en revanche, aux premières loges lors de ces moments forts de la démocratie américaine prévus à 17h GMT, sous un dispositif de très haute sécurité qui rend la capitale fédérale américaine méconnaissable. Notez que la journée restera à jamais dans le livre d'histoire, en particulier à raison de l'accession, pour la première fois, d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, devient aussi la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction à l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales et d'impeachment. Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans le sondage, coupé d'une partie de son camp, horrifié par les violences du Capitole. Joe Biden, le nouveau président élu des États-Unis, a 58 ans. Après un demi-siècle en politique, en temps marqué, dès le premier jour, le contraste sur le fond comme sur la forme avec l'ancien homme d'affaires de New York. Déjà, sur sa table se trouvent des dossiers brûlants, comme le climat, l'immigration et la diplomatie. Joe Biden va signer quelques heures après son installation dans le bureau ovale une série de décrets marquant la rupture avec le trumpisme. Tout ceci se déroule dans un climat très particulier sous l'effet combiné de l'épidémie de Covid-19 et du traumatisme encore frais des violences du Capitole qui ont fait 5 morts. Pour l'instant, le monde attend, voire peut-être
un nouveau visage de la puissance mondiale. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, 13 provinces peuvent reprendre les cours. L'annonce a été faite dans une cérémonie du ministre Thomas Louata pour la reprise des activités académiques pendant cette période marquée par la deuxième vague de la maladie à coronavirus. Il s'agit donc de la Mangala, de Maïndombe, de Lomami, du Kwilu, du Olomami, du Kassai et du Kassai central, du Kwango, de la Tchapa, de Maniema, du Tanganyika et du Sud Ubangi. Les évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique centrale se préoccupent de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils ont effectué une mission pastorale dans cette partie en vue de réconforter des filles et fils du Nord qui vous regardez. L'Église catholique du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo se dit désagréablement touchée par la récurrence des atrocités et la misère qui frappent la population de la partie orientale de la RDC et particulièrement celle du Nord Kivu. C'est dans ce cadre que les évêques de ces trois États, réunis au sein de l'association épiscopale de l'Afrique centrale, ASIAC en sigle, sont dans une mission pastorale ici au Nord Kivu. Question pour ce prélat catholique d'écouter, compatir et réconforter les cité, de massacre en massacre, de misère grandissante en misère grandissante. Et l'Église catholique se dit, en descendant sur terrain, nous les écoutons, nous les réconfortons, parce que c'est la mission de l'Église d'en appeler à l'espérance. Et puis nous réfléchissons avec cette population, ces différentes couches, comment sortir du bourbier, de l'enlissement, construire le monde meilleur. L'Église n'est pas l'acteur principal dans ces événements, mais comme un embranchement de la société civile, il a aussi une part à porter et que l'Évangile. Nous sommes le 24 janvier 2019. Une date désormais scellée dans les annales de la République démocratique du Congo. Le réconfort et la compassion et la recherche collective des solutions. Pour ce faire, l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASIAC, conduite par son président, Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga, et la conférence épiscopale du Congo, SENCO, conduite par son vice-président à la personne de Monseigneur Moko, ont rencontré les gouverneurs du Nord Kivu, Karline Zanzu Kassivita. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu en la résidence officielle du gouverneur dans la soirée de ce jeudi 14 janvier 2021, l'autorité provinciale a éclairé la lanterne de ses interlocuteurs sur la souffrance qu'endurent ses administrés. Occasion pour Karline Zanzu Kassivita d'exhorter les prélats à ne cesser d'accompagner les gouvernants dans la recherche des solutions. Selon l'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire de l'ASIAC, ils mettront à profit cette mission pour écouter toutes les couches de la population et proposer des solutions idoines. En sport, la soirée de jeudi a été marquée par la victoire des Léopards. La République démocratique du Congo s'était imposée à la tête du groupe B du championnat d'Afrique des Nations en réalisant un match nul avec la Libye pour la deuxième journée. En attendant le match de la troisième journée entre le Niger, la RDC trône donc avec 4 points, suivi de la Libye 2 points, Niger 2 points, le Congo-Brazza est dernier avec 1 point selon le classement partiel. Revivez donc ce moment.
Cérémonie d'échange des vœux du chef de l'État avec les ambassadeurs de représentation diplomatique. Occasion indiquée pour le chef de l'État de recevoir une série de lettres et de créances des mains des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Regardez. C'est devenu une tradition diplomatique qui se perpétue chaque début d'année en République démocratique du Congo, depuis l'arrivée à la tête du pays, le 5e président de la République. Et c'est dans cette salle mythique du Palais de la Nation que l'événement a eu lieu ce vendredi. Il s'est agi de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les corps diplomatiques, les ambassadeurs accrédités en RDC, les chefs des missions diplomatiques, les chargés d'affaires, les chefs des systèmes des Nations Unies, les représentants des organisations régionales et sous-régionales, les directeurs et les chefs des services au ministère des Affaires étrangères. Sous les regards des animateurs des institutions du pays, le doyen d'âge des ambassadeurs a pris la parole au nom de ses collègues. Clément Yandoma, ambassadeur de la République du Congo en RDC, a présenté au chef de l'État les vœux de santé, de bonheur et de réussite. Il a en outre salué l'initiative du chef de l'État de la composition d'une union sacrée de la nation et a formulé le souhait de voir tous les acteurs politiques privilégier la paix. Des vœux reçus par le garant de la nation qui, à son tour, les a également renvoyés à ses hôtes. C'était l'occasion pour le président de la République de passer en revue quelques points saillants de l'actualité. Et peu avant cette cérémonie, 3 ambassadeurs nouvellement accrédités en RDC se sont succédés au bureau de travail du chef de l'État pour la présentation de leurs lettres de créance. Le premier à ouvrir le bal, le japonais Minami Hiroyuki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC. Le diplomate nippon a été récemment directeur général d'une entreprise japonaise, directeur bureau régional de l'immigration de Sendai, ministre de l'ambassade du Japon au Canada, au Bangladesh, et aussi plusieurs fois conseiller dans les milieux diplomatiques. S'en est suivi John Hage Aislebo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège en RDC, diplomate avec une vaste expérience bilatérale et multilatérale des affaires internationales, de la diplomatie publique et du développement mondial. Il a également une expérience antérieure en tant que journaliste et conseiller en médias. La boucle a été bouclée avec Benoît-Pierre Lamaré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en RDC. Il a passé 10 ans à exercer le métier de géophysicien au Canada et au Sénégal avant de se joindre à la ville de Montréal, puis de travailler en Guinée et au Mali. Il remplace l'ambassadeur Nicolas Simard. La motion de censure à l'endroit du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été déposée dans le strict respect de la loi le vendredi dans la soirée par quelques députés nationaux avec à la tête Chéribin Okende, député national. La pétition a réuni 301 signatures des élus du peuple qui ne jurent que pour le départ du gouvernement Ilukamba. La coalition pour la gouvernance opaque des entreprises de l'État dans un rapport publié vendredi à Kinshasa, la COGEP fustige le non-respect des lois et de bonnes pratiques en la matière. Regardez. C'est un rapport de 46 pages qui met en exergue les relations tant administratives que financières entre l'État et ses entreprises extractives. De reconnaissance au chef de l'État. Nous saisissons cette occasion pour que nous puissions remercier de tout cœur, en vos noms et en mon nom personnel, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous a choisi, qui nous a choisi, chacun par son nom. Il nous a appelés en donnant à chacun une tâche
tâche précise d'être membre de son cabinet et de pouvoir l'aider à accomplir sa mission de chef de l'État. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le rétroviseur de vos véhicules, vous pouvez regarder le résultat. Nous sommes fiers d'avoir notre chef de l'État aujourd'hui comme celui que nous espérons. Par ailleurs, le numéro 1 de l'administration présidentielle a reconnu que 2020 a été une année éprouvante à plusieurs points de vue. Allusion faite notamment aux événements qui ont marqué la vie du cabinet, au nombre duquel la disparition de plusieurs personnalités pour qui une minute de silence a été observée en leur mémoire. Le professeur Kolongele a loué la capacité de résilience des membres du cabinet qui ont produit un travail satisfaisant. Le directeur de cabinet AI s'est montré optimiste pour cette nouvelle année avec l'initiative éclairée du chef de l'État de créer l'union sacrée de la nation, tout en rappelant le personnel à s'accepter les uns les autres pour la réussite du premier mandat du chef de l'État. Le professeur Eberand a émis le vœu de voir certains projets de la présidence qualifiés aboutir avant 2023. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé entre les membres du cabinet dans la convivialité. Un mot sur l'environnement avec cette journée d'information sur le projet intégrateur. La ville-province de Kinshasa possède en son sein une aire protégée dans le plateau de Gateke avec 3500 km², le domaine de chasse et la réserve de Mbogolumene tracée depuis 1958. Cette aire protégée regorge une mosaïque complexe de paysages, d'espèces animales et d'insectes. Et la plus menacée de la République démocratique du Congo. Avec la pression anthropique exercée par la population quinoise et face à cette situation, l'ICCN s'est résolu à relancer les activités dans ce domaine. Voilà pourquoi le directeur du site Mbogolumene, Olivier Moucheté, et quelques partenaires ont amorcé un projet intégrateur et ambitieux pour contourner les pratiques qui détruisent la forêt et la biodiversité. Au cours de cet exercice pédagogique, il a relevé la construction de passerelles pour faciliter l'accès à la vallée de la Mbogolumene, la promotion de l'agroforesterie pour éviter l'agriculture sur brûlé. Pour Olivier Moucheté, la population doit adopter des modèles innovants pour leur survie. Ce projet constitue un plaidoyer écologique de la biodiversité. Cette journée d'information a donné l'occasion de présenter le tout premier logo de Mbogolumene construit de main de maître par l'artiste Barli Barouti. Et cet oiseau-là, Kossifa à tête blanche, c'est quand même intéressant puisque c'est un oiseau qu'on ne trouve que à la Mbogolumene et en Angola. Dans le L, il y a cette espèce de la feuille là qui ressort. Cette feuille-là symbolise, cette feuille très verte, symbolise justement la régénération de nos forêts. Le ministre du Tourisme, Yves Bokoulouzola, qui soutient la mise en place de ce projet, a rassuré l'accompagnement sans faille de son ministère. Déjà, Mbogolumene est opérationnel et ouvert 7 jours sur 7 pour des visites touristiques, séjours scientifiques. Hâtez-vous et devenez amis de la nature pour profiter de l'environnement paradisiaque. Je l'ai dit en ouverture, entre protéger nos enfants et les exposer à la pandémie, le gouvernement a choisi la prudence. Le ministre de la Santé publique, Dr Etemi Longondo, insiste qu'il n'y aura pas d'année blanche. Il répond à Constance Manang. Je voudrais rassurer à nos enfants, il n'y aura pas une année blanche. Donc nous sommes en train de faire un effort pour que les enfants puissent recommencer à étudier le plus rapidement possible. Il faut balancer entre exposer nos enfants aux risques sanitaires et attendre 2 semaines, 3 semaines pour qu'on puisse s'assurer que ces risques-là n'existent plus et que les enfants peuvent commencer à étudier. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on commence avec la rentrée maintenant, on ouvre les universités, les écoles, tout ça, les enfants commencent à étudier. Et 1 semaine après, nous remarquons qu'il y a des contaminations. Nous refermons les universités et les écoles. Et à ce moment-là, les enfants seront malades. Et il y en aura, surtout qu'avec la deuxième vague, il y a des enfants qui présentent la maladie. Le seul moyen efficace pour une épidémie, pas seulement la
Covid-19. Lutter contre une épidémie, c'est la prévention. Le corps diplomatique accrédité en RDC a présenté ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi reçu les lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. En début de semaine, le chef de l'État s'est entretenu avec l'informateur Modeste Bahati. Pierre Kibambe Somoïssa pour la semaine du président. Un bilan à mi-parcours positif pour la mission d'information du sénateur Bahati Lukwebo. À pied d'œuvre depuis sa désignation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été reçu au Palais de la Nation en compagnie d'une forte délégation de 25 chefs de regroupement et partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Le président de la FDC a indiqué qu'il était venu rendre compte aux garants de la Nation du travail réalisé à ce jour. Au vu de la célérité avec laquelle se déroulent ces différents contacts, Bahati Lukwebo a rassuré quant à l'aboutissement à bon port de ces investigations en vue de la majorité parlementaire. Les panels de l'Union africaine, de la RDC et du Rwanda étaient en réunion autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'accompagnement de la mandature du chef de l'État à la présidence à l'exercice de l'Union africaine était évoqué au cours de cette entrevue. Une occasion pour l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, de féliciter le chef de l'État pour son élévation éminente en qualité de président de l'organisation panafricaine. Il a assuré sur la disponibilité de sa délégation de travailler de concert avec le panel congolais d'accompagnement du mandat du chef de l'État à l'Union africaine. Auparavant, le président de la République avait reçu un émissaire de son homologue du Rwanda, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui était porteur des messages de son président au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La redynamisation de la coopération bilatérale belgo-congolaise était au menu des échanges que le président de la République a eu avec la directrice générale en charge des affaires bilatérales au ministère belge des Affaires étrangères. Annick Van Carter s'est félicité des avancées positives dans plusieurs domaines depuis la visite officielle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bruxelles en septembre 2019. Elle a indiqué que sa visite à Kinshasa s'inscrit dans le cadre des consultations lors de la dernière visite du président de la République en Belgique. 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Japon, du Royaume de Norvège et de la République du Canada, ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouvel ambassadeur du Japon à RDC, Minami Hirokui, est diplômé de l'Université de Tokyo, faculté des droits. Il a exercé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment celle tour à tour des conseillers et ministres à l'ambassade du Japon au Bangladesh et celle de ministre à l'ambassade du Japon au Canada. John H. Oislebo a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur du Royaume de Norvège à RDC. Diplomate de carrière, il a une vaste expérience bilatérale et multilatérale des affaires internationales, de la diplomatie publique et du développement mondial. C'était enfin au tour de l'ambassadeur du Canada, Benoît Pierre Camaré, d'être reçu par le président de la République. Il a fait des études de génie géologique politique. La tradition a été respectée. Le corps diplomatique accrédité à République démocratique du Congo a présenté ses vœux de nouvel an au président de la République Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie solennelle au Palais de la Nation. Ils étaient tous présents à cette cérémonie, les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques accrédités à RDC, les chargés d'affaires, les chefs du système des Nations Unies et les représentants des organisations régionales et sous-régionales. Demain lundi 25 janvier, des tests massifs seront organisés à la
national contre le coronavirus. On signale plusieurs personnes contaminées. C'est l'un des sujets retenus dans l'actualité abondante de la semaine enfin, commentée par Bobé Téingalis. C'est un lundi férié qui ouvre la semaine finissante. Une semaine marquée par l'initiative de la ministre des Affaires sociales de déployer des équipes mixtes gouvernement partenaires dans 15 provinces. Objectif, organiser le cadre de concertation des personnes vivant avec handicap et renforcer les liens entre les organisations de PVH, les organisations des personnes vulnérables et autres structures étatiques. Il sera également question de la distribution des cannes dons du gouvernement. En infrastructure, l'axe routier Kikwit-Batiamba est en pleine réhabilitation, précisément à Mabaya-Tango. Les travaux sont en cours à la satisfaction de tous. Par la bourse Excellentia de la Fondation de Denise Nyakeru Tshisekedi, 57 lauréats des lauréats de l'examen d'État 2020 sont concernés pour la deuxième édition de ce programme. Ils vont bientôt rejoindre leurs prochaines universités. À l'Assemblée nationale, le collectif des élus de 26 provinces ont rencontré le président du Borodage sur le report des plénières. Il est temps d'arrêter le massacre des peuples autochtones en Ituri. La société civile environnementale et les organisations de protection des peuples autochtones ont animé cette semaine une conférence de presse à ce sujet. Internet à l'UNIKIN, l'ARTPC envisage rendre accessible l'UNIFI gratuit dans cette alma mater. Une étude de faisabilité est en cours pour la numérisation des différentes tâches universitaires. En justice, le président d'intérim de la Cour constitutionnelle a reçu la délégation du consortium de la société civile, Église et mouvement citoyen en plaidoyer pour la mise en œuvre des résolutions du rapport Mapping. Santé coronavirus, le docteur Muyembe a animé un point de presse cette semaine sur la deuxième vague. Il est important, a-t-il souligné, de mettre l'accent sur le respect des gestes barrières. Pendant ce temps, le ministre de la Santé réunissait les partenaires pour la sensibilisation de proximité. Près de 4000 relais communautaires vont être déployés sur terrain pour ce faire. À l'Assemblée nationale, la plénière a examiné et adopté en début de week-end le projet de loi portant ratification du traité de la zone de libre-échange continentale. Concernant le Covid, un test sera organisé dès lundi pour tous les députés et le personnel administratif. 20e anniversaire de la déclaration de Bamako sur la démocratie, le droit et la liberté. L'espace francophone a organisé une rencontre par visioconférence sous le thème « Lutter contre le mariage précoce et forcé dans l'espace francophone ». 12 millions de filles sont mariées avant 18 ans dans le monde, selon l'ONG Plan International. Les participants ont reconnu que le mariage précoce est une entrave au développement et les efforts doivent être continuels. Problématique de desserte en eau à Kinshasa, le coordonnateur des ressources extérieures du suivi des projets a effectué une visite de terrain à l'usine de captage d'eau à Limbaïmbu. Le gouvernement doit débloquer l'enveloppe destinée à l'expropriation des occupants du site où sera érigé le réservoir d'eau pour accélérer les travaux. Une semaine noire pour la presse congolaise, la RTNC en deuil. Le sous-directeur aux enquêtes et magazines Bolemba, décédé le 15 janvier, a été conduit en sa dernière demeure le samedi. Il reposera à jamais au cimetière de Kinkoli, Nouvelle-Cité. L'actualité dans les continents africains, le Soudan continue à sombrer dans les conflits tribaux. Cette semaine, nous avons encore enregistré des morts au pays d'Abdel Fattah suite aux affrontements au Darfour. Pendant ce temps, les nouvelles variantes de la Covid-19 continuent à inquiéter le monde. Le recours au vaccin est de plus en plus inévitable. Patrick Michel Moukous. Plus de 80 morts en 48 heures, les affrontements entre tribus rivales au Darfour ne connaissent pas de repli.